Je vais vous parler de stress minoritaire, puis des impacts sur la persévérance scolaire. C'est un volet de l'enquête qu'on est enfin en mesure de pousser dans les analyses parce que je vais vous expliquer un peu le contexte où se situe l'enquête que j'ai menée en 2018. Ce qui fait en sorte qu'on a rapidement poussé les analyses, on a traité les données sur les services en premier lieu, ainsi que sur les enjeux psychologiques. Et puis là, le stress minoritaire, vu que c'est un peu plus costaud, on gardait ça un petit peu pour la fin, mais là, on fait des belles découvertes. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager des données qui sont relativement inédites, mais aussi préliminaires. Donc, le contexte est qu'il y a comme un vent de concertation en Estrie actuellement parmi les personnes trans, non-binaires, parmi les personnes intervenantes, professionnelles qui gravitent autour de ces personnes-là. Et en 2017, dans le fond, moi, je pratiquais comme psychoéducatrice. J'ai eu un premier client trans et puis j'ai vraiment réalisé à quel point il manquait de ressources et je n'étais pas la seule. Dans le fond, c'était vraiment un moment très clé. C'est comme une fenêtre de temps. Et puis, avec l'aide de Françoise Susset, en février 2018, on a créé le comité de concertation pour la santé trans en Estrie parce qu'on voyait que les gens essayaient de se rallier pour essayer d'avoir un peu plus de concertation et de cohérence dans les soins et services. Et en mai 2018, là, on lançait déjà l'enquête en ligne. Donc, on a travaillé très, très fort entre la fin de février et mai 2018 pour lancer l'enquête. Donc, sachez simplement que les résultats que je vous présente aujourd'hui, ça découle de cette enquête-là. Il y avait un volet sur les enjeux d'insertion sociale, scolaire, je me concentre là-dessus aujourd'hui, surtout professionnel. Il y a aussi un volet plus psychologique. Et on parlait énormément aussi de l'accès aux soins et services. Je vous en parle dans le prochain bloc. Et on avait un comité consultatif composé d'une diversité de personnes, dont des gens de la pluralité des genres. Donc, voici notre équipe ainsi que les co-chercheurs. Je suis contente. Professeur Lecorf est parmi nous aujourd'hui. Donc, les personnes participantes, on a réussi à aller chercher jusqu'à 200, presque 200 personnes. Au début, on voulait un projet très, très estrien, puis on s'est vite dit, bien, mon Dieu, on va élargir. Là, je pense que ça vaut la peine. On est finalement très content de l'avoir fait. Ça nous permet de pousser certaines analyses malgré le petit N. Il y avait dans notre échantillon vraiment une diversité de parcours, puis vous le savez très bien à quel point il y a une grande hétérogénéité dans les populations trans et non-binaires. C'est la même chose au niveau des parcours de transition. Il y a des personnes trans qui ne transitionneront jamais vraiment. Il y en a qui vont le faire juste socialement, légalement et ou médicalement. Donc, il y a différentes voies. Les parcours sont multiples, évolutifs. Et dans notre échantillon, c'était assez représentatif aussi de cette diversité-là. On avait quand même une grande proportion de gens qui, au moment de l'enquête, étaient en cours de transition. Donc, j'amène votre attention à ces catégorisations-là parce qu'on a fait beaucoup d'analyses en fonction de ces groupes-là. Donc, on a voulu comparer le vécu des gens qui se questionnent sur leur identité de genre, sur le fait de faire de la transition, une démarche de transition ou pas. Il y avait aussi une catégorie de gens qui prévoyaient effectuer une transition, peu importe laquelle, les gens en cours de transition. Et il y avait aussi des gens qui considéraient pour le moment que leur démarche de transition était complétée. Et bon, il y avait des gens qui préféraient ne pas répondre, mais il y avait aussi des gens qui ne prévoyaient pas effectuer de transition. On a eu beaucoup de mesures au niveau des enjeux psychologiques. Je vais vous en parler dans le bloc 3. Je me concentre directement sur les mesures des enjeux scolaires. Les questions sont assez simples. On est allé voir au niveau de l'affirmation de l'identité de genre dans différents milieux de vie, dont l'école. On est allé demander à l'aide de questions fermées
si les gens avaient déjà abandonné leurs études en lien avec des enjeux vécus relativement à leur identité de genre. Et on a aussi demandé aux gens s'ils avaient déjà annulé ou reporté une inscription scolaire quelconque, peu importe le niveau, en lien avec des enjeux relatifs à leur identité de genre. Premièrement, au niveau de l'affirmation de l'identité de genre en milieu scolaire, je trouve que c'est intéressant tu sais, dans le fond, je les ai ordonnés, oui, pleinement. Dans le fond, les jeunes qui affirment ou expriment clairement leur genre en milieu scolaire, je les ai mis en ordre de pleinement. Donc, le milieu scolaire vient quand même 5e position sur 7. Je trouve que c'est quand même intéressant. J'apporte votre attention sur le oui partiellement et le non. Il y a 26,7 des personnes répondantes qui le faisaient partiellement, possiblement en fonction du contexte ou de leur aisance, de leur confort. Et il y avait 20 des personnes répondantes qui n'affirmaient pas du tout leur identité de genre en milieu scolaire. Également, on a demandé aux gens s'ils exprimaient leur genre auprès de leurs collègues de classe et la même chose aux membres du personnel scolaire. Et on voit qu'il y a plus de la moitié des personnes répondantes qui préfèrent ne pas exprimer leur identité de genre en milieu scolaire. Possiblement qu'elles ne se sentent pas complètement en sécurité de le faire ou qu'elles préfèrent ne pas le faire, mais pour nous, c'est quand même très révélateur. Donc, en 2018, au moment de l'enquête, c'est les données qu'on avait. Un autre élément que je tenais à vous dire qui est ressorti significatif, c'est au niveau des personnes assignées filles versus les personnes assignées garçons à la naissance. On a vu que les personnes assignées filles affirmaient significativement moins leur identité de genre à l'école que les personnes assignées garçons. Si jamais dans la discussion, ça vous tente de nous aider à réfléchir ce résultat-là, on en serait ravis. Au niveau de la persévérance scolaire dans l'angle, tu sais, la persévérance scolaire, on l'a regardé en fonction de l'abandon, de l'annulation ou du report d'inscription. Sachez que, grosso modo, il y a quand même 21,6% des gens qui ont dit avoir abandonné leur étude en lien avec leur identité de genre et 30,8% qui ont annulé, reporté, changé de groupe classe. C'était aussi dans les options, on a tendance à l'oublier, en lien avec leur identité de genre, ce qui, à mon sens, est quand même assez majeur. Et on a aussi fait des analyses en fonction du statut de transition des personnes et regardez là ici, de façon significative, les personnes les plus vulnérables à abandonner leurs études en lien avec leur identité de genre, bien, les enjeux là, liés à l'identité de genre, pas à cause de l'identité de genre elle-même, je pense que vous comprenez, et qui elles sont plus à risque d'annuler ou de reporter leur inscription, c'est les gens en cours de transition. Et ça résonne énormément avec les données psychologiques que je vais vous résumer dans le bloc 3, où les personnes en cours de transition sont particulièrement vulnérables sur certains aspects. Et puis là, on s'est dit, mais pourquoi autant de difficultés au niveau scolaire? Pourquoi autant de difficultés à persévérer sur le plan scolaire? Évidemment, dans le comité consultatif, on avait des personnes trans et non-binaires qui nous donnaient différentes hypothèses, notamment en lien avec les expériences discriminatoires. Donc, on s'est dit, ça y est, on va aller voir un petit peu une de nos mesures, qu'est-ce que ça disait. Ça, c'est toutes les mesures des enjeux psychologiques que je vais vous résumer super rapidement tantôt, mais là, je porte votre attention sur la mesure du stress minoritaire. On a de 119 à 132 personnes patientes qui ont complété, c'est quand même une longue mesure, merci, ça nous permet de présenter des résultats intéressants aujourd'hui, qui ont complété le Gender Minority Stress and Resilience Skill,
Et puis, on s'est demandé, nous, on a voulu comprendre si le stress minoritaire pouvait avoir un lien avec les difficultés de persévérance scolaire. Mais juste avant, je veux vous introduire à ce qu'est le stress minoritaire. Et j'aime souvent partir de ce que Alexa Martin-Story a proposé en 2016 comme modèle suite à une revue de la littérature scientifique. Elle a proposé le modèle suivant, comme quoi le fait d'avoir un statut là, de diversité sexuelle, d'être LGBT+, faisait en sorte qu'on était plus à risque de subir des expériences de victimisation et qu'effectivement, comme on le reconnaît de plus en plus, ça a une incidence sur la santé mentale et physique des personnes. En parallèle, il y a beaucoup de recherches qui ont démontré à quel point une expression de genre qui est jugée non conforme en fonction des normes et des attentes sociales est également associée à des expériences de victimisation et donc ça peut mener à des problèmes au niveau de la santé globale des gens. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vu que l'expression de genre jugé non conforme chez les gens LGBT+, pouvait venir amplifier, dans certains cas, leur risque de vivre des expériences de victimisation. Donc, d'une façon trop vulgarisée, c'est un peu comme si quelqu'un qui appartient à la diversité sexuelle et que ça ne paraît pas, cette personne-là pourrait être moins à risque de vivre la victimisation. Donc, c'est le fait que ça paraisse, par exemple, dans l'expression de genre. Et puis, sans compter qu'il y a quand même une grande partie des personnes LGBT+, qui font également partie des personnes TNB. Donc, il y a des gens de la diversité sexuelle et de genre également. Donc, sur le plan social, c'est vraiment l'expression d'un genre qui est jugé non conforme qui peut devenir problématique aux yeux de certaines personnes. D'autres éléments intéressants, ce modèle-là qui est proposé expose que le genre, mais aussi l'âge des personnes peut venir jouer sur ces influences-là. Je vais prendre le genre uniquement pour la discussion. Le genre assigné à la naissance de la personne pourrait venir amplifier certains liens en lien avec les expériences de victimisation. Par exemple, il y a des études qui ont démontré qu'il y avait plus de tolérance à l'égard des filles, des personnes assignées filles à la naissance qui sont tomboys versus des garçons assignés à la naissance qui vont être efféminés dans leur façon de s'exprimer. Donc, c'est un modèle, je trouve, qui introduit vraiment bien le présent modèle de stress minoritaire. Meilleur a initialement proposé un modèle de stress minoritaire pour les populations LGB. Et Testa et Al, ils ont peaufiné le modèle et ils ont fait la même chose pour les populations trans non-binaires plus. Donc, c'est un modèle qui gagnerait à être validé, sauf que les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui démontrent que, théoriquement parlant, nos résultats, ça se tient quand même avec le modèle qui est proposé. Donc, le modèle de stress minoritaire, ce que ça sous-entend, c'est que le fait d'appartenir à la diversité de genre, d'être trans, non-binaire, bispirituel, expose une personne à des facteurs externes, de stress externe supplémentaires en lien avec d'autres personnes de la population générale, dont le fait d'être discriminé en lien avec son genre, d'être rejeté, de vivre des expériences de victimisation et aussi de subir des expériences de non-acceptation de son genre. Par exemple, de devoir constamment essayer de convaincre les gens qu'on est de tel genre plutôt qu'un autre, de demander aux gens d'utiliser les bons pronoms, par exemple. Ça, c'est des exemples de non-acceptation quand ça doit être fait d'une façon répétitive. Je ne sais pas si tu voyais mes signes. Julie-Christine, il reste environ 2-3 minutes. Parfait, mon Dieu, je fais mon possible. Et ça mène à des facteurs de stress internes. Le fait qu'on internalise la transphobie, qu'on anticipe négativement des événements et qu'on dissimule finalement notre genre. Et heureusement, il y a des facteurs de résilience qui peuvent venir amenuiser ces liens-là sur la santé globale. Mais nous, on s'est dit, tu sais, si on parle de persévérance scolaire, on peut-tu aller voir, y a-t-il des éléments qui pourraient se tenir en lien avec le modèle? Est-ce qu'il y a des liens qu'on peut faire?
Donc, oui, nos analyses préliminaires, évidemment, il faut qu'on pousse davantage, il faut qu'on s'assure de bien aller valider tout ça, mais on a vu des liens entre l'abandon et le report d'inscription et la discrimination, les expériences de victimisation ainsi que la dissimulation. Donc, grosso modo, ce ne sera pas long. OK. Donc, le beau petit tableau, là, ce que ça vous dit, c'est que le pattern était similaire pour abandon des études et annulation ou report d'inscription. On a vu que les 3 facteurs dont on vient de parler sont associés au fait d'abandonner ses études ou d'annuler une inscription en raison des enjeux vécus avec l'identité de genre. Donc, les tests T montrent que les personnes qui ont abandonné leur étude en raison de leur identité de genre rapportent des niveaux significativement plus élevés de discrimination liée au genre, de victimisation et de dissimulation. Et c'est la même chose au niveau du report d'inscription. La taille des différences peut être qualifiée de moyenne selon les dés de Cohen. Et puis, je tiens quand même à vous préciser qu'au niveau de l'abandon, il y a une différence de petite à moyenne qui est observée pour le rejet, même si ça ne ressort pas significatif dans ce qu'on propose. Donc, 3 principaux constats. Moins de la moitié des personnes interrogées exprimaient leur genre en contexte scolaire. Les personnes les plus vulnérables à abandonner, annuler, reporter leurs études sont celles en cours de transition. Et 3 facteurs de stress minoritaires semblent particulièrement associés à la persévérance scolaire, c'est-à-dire la discrimination, la victimisation et le fait de dissimuler son identité de genre. Donc, je voulais tout simplement terminer en disant que sur un plan plus descriptif, j'ai mis en vert les facteurs de résilience qui ressortaient le plus souvent parmi les personnes répondantes, mais Valérie Ouellette va très bien compléter ma présentation à l'instant. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci pour votre écoute.